Tu vois, ça va être mettre aussi en place des petites choses, des petites portes de sortie de sécurité pour tout le monde et être très attentif à ce qui se passe. Du coup, c'est des choses bêtes, mais ça a fait que c'est allé tout seul finalement. Et donc, ça va être plein de choses comme ça, en fait, qu'on peut changer après la perception du chien, quoi. Quand on pense au toilettage, on pense souvent à l'esthétique, aux coupes, aux jolis poils, aux concours de beauté, mais on oublie complètement que le toilettage, c'est avant tout une question d'hygiène, de santé, de prévention et de besoins véritables pour notre chien. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous partager ma conversation avec Sonia, toiletteuse spécialisée en toilettage comportemental, qui s'est donnée pour mission de moderniser la pratique de son métier en plaçant au cœur de ses séances les émotions, le consentement et la coopération du chien. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous presque hebdomadaire pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien au quotidien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Sonia. Salut Sonia. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai trop hâte d'échanger avec toi parce que je sens que je vais apprendre plein de trucs. C'est trop bien. Merci énormément à toi, surtout de m'avoir invitée. Je suis super contente. Trop chouette. Est-ce qu'on peut commencer par te présenter peut-être? Qui es-tu? Oui. Alors, du coup, je m'appelle Sonia et je suis toiletteuse à domicile sur Bordeaux et la région bordelaise, spécialisée en toilettage comportemental. Trop bien. C'est le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. Tu as un chien, je crois, qui t'a amené jusque-là. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, oui, j'ai un chien. Il s'appelle Sachi. C'est un Spitz allemand moyen qui a 4 ans et demi. Donc, c'est un petit chien un petit peu sensible. Et du coup, voilà. C'est ma poupée à moi. Ok. C'était quoi ton expérience, toi, avec les chiens avant de l'avoir? Est-ce que tu as toujours été entourée de chiens ou est-ce que tu as découvert un peu plus tard? Comment ça s'est passé? Alors non, moi, la seule fois où j'ai eu des chiens, c'est quand j'étais toute petite, avant mes 4 ans. Mes parents avaient 2 chiens avant de se séparer, mais sinon, on n'avait jamais eu de chien. Ma maman est team chat jusqu'à la mort. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir un chien. C'était mon rêve de pouvoir reprendre un chien quand je serais grande. Ok, trop bien. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé quand tu as été un peu posée et tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, donc pour rentrer directement dans le vif du sujet et dans ton parcours, donc comment est-ce que, bon, j'imagine quand on a un Spitz, on découvre assez tôt le toilettage, j'imagine, plus qu'avec d'autres chiens peut-être. C'était quoi ton parcours peut-être avant de faire ça? Qu'est-ce que tu faisais et comment t'es arrivé jusque-là en fait? Comment t'as découvert tout ça? Mon parcours est un peu chaotique. J'ai un peu cherché ma voie partout. Moi, de base, j'étais partie pour être prof d'anglais. Au collège, lycée, puis finalement je me suis dit ah bah non, et puis j'ai continué de chercher ma voie, j'ai repris des études, j'ai fait une licence en communication, une licence pro, et puis ça fonctionnait pas, et puis c'était au moment où ça est arrivé en fait, où je me suis pris de passion pour l'univers canin, et du coup petit à petit je me suis dit mais tiens, pourquoi pas tout quitter et aller passer un CTM, un certificat des techniques des métiers et devenir toiletteuse pour chien. Ben, c'est parti. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir toiletteuse? Est-ce que c'était compliqué du coup avec Sachi de faire ça ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, oui, de base, c'est vrai que moi, Sachi, je ne l'ai jamais emmené chez le toiletteur parce que c'est un chien qui est assez sensible. On a beaucoup travaillé pendant ces 4 ans et avec des tendances réactifs humains, en fait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais dans le passé, ça pouvait être vraiment beaucoup. Et beaucoup de sensibilité qui marquait beaucoup toutes les choses négatives, tu vois. Donc, pour moi, c'était un petit peu impossible de me dire... Je l'emmène dans un salon, je le laisse avec des gens qui ne connaissent pas, plein de stimuli partout et Inch'Allah, on verra comment je le récupère.
si je ne pouvais pas. C'était pas Ouais. possible, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai voulu en apprendre un peu plus, savoir comment faire. Et en fait, du coup, très vite, je me suis occupée de lui toute seule. Bon, au départ, c'était pas... voilà, il n'avait jamais vu une paire de ciseaux avant que je sois toiletteuse, parce que oui, il n'en a pas besoin non plus. Mais en tout cas, pour tout ce qui est soins, tu vois, enfin, entretien du poil, etc., j'ai commencé à apprendre un petit peu moi-même. Et puis, j'aimais bien ça. Et en fait, je me suis fait un petit cercle de copines sur Bordeaux, dans le monde canin, qui m'ont dit un jour, en rigolant... parce qu'elle aussi, elle s'était relancée dans le monde canin, une en éduque, une avec un shop, que tu as vu, Morgane, je crois. Ouais. Et elles m'ont dit en rigolant un jour, mais tu veux pas faire toiletteuse, il nous manque que ça dans la team. Et en fait, la blague était intéressante, et je me suis dit, pas bête. Et ça a planté une petite graine, et je me suis dit, ouais, let's go, ok. Trop bien. Ok. Et comment on devient toiletteur alors? Comment on devient toiletteur? Toi, tu peux être toiletteur si tu veux, parce que techniquement, il n'y a pas besoin de diplôme pour être toiletteur. Nickel, voilà. Allons-y, let's go. Je ne garantis rien. Non, mais c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très, très réglementé, comme beaucoup de métiers dans le monde canin. Ouais. Mais la majorité des toiletteurs s'entendent à dire qu'en fait, il faut avoir passé un CTM, donc c'est un certificat technique des métiers, ou PTM, brevet technique des métiers, après, en 3 ans, dans une école de toilettage. Parce qu'après, il existe aussi des formations en ligne, et autant il y a des personnes qui vont très bien s'en tirer parce qu'elles vont avoir quelqu'un pour les former, etc. Autant des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, en général, avoir un bon diplôme est gage de qualité de la formation. Très bien. Donc toi, tu t'es pas spécialement arrêtée là, puisque tu as choisi le toilettage comportemental, c'est ça? Et du coup, quelle est la petite subtilité, avec ça pour entrer directement dans le vif du sujet, quelle est la petite subtilité du toilettage comportemental par rapport au toilettage classique? En gros, quand on parle de toilettage comportemental, on parle de prendre en compte les émotions du chien, pas se focaliser seulement sur le résultat. Parce qu'en gros, tu vois, les clients, quand ils amènent leur chien, ils sont... Moi, je le veux toiletter dans 1h30, et puis voilà. En gros, le toilettage comportemental, on sort un peu de ce cadre-là en mode... pour regarder le chien, en mode comment ça se passe, respecter ses limites, son rythme, et travailler avec son consentement et sa coopération. Et après, moi, je fais aussi du toilettage classique, tu vois, par exemple. Ça va dépendre, en fait, quelle est la démarche de la personne. Est-ce que le chien, il est déjà habitué? En fait... je veux pas non plus mettre le toilettage classique et le toilettage comportemental en opposition non plus, parce que dans tous les cas, le but un peu du toilettage comportemental, c'est de pouvoir arriver sur du toilettage classique. C'est ça. À la fin, c'est de toiletter le chien. Ouais, c'est ça. Ce serait bien. Donc, c'est vrai que c'est en fait le toilettage comportemental, c'est plus un apprentissage du toilettage, tu vois. Ouais. Une méthode pour apprendre en douceur, en respectant les émotions du chien, à être toiletté. C'est comme ça que je le vois. Trop bien. Ok. Avant peut-être juste de rentrer dans le toilettage comportemental et toutes les questions que j'ai à te poser, parce qu'elles sont nombreuses, je voudrais déjà d'abord revenir sur l'importance du toilettage. Parce que j'imagine que la plupart des auditeurs, peut-être comme moi, j'espère, ou peut-être pas, et tant mieux, mais voient un peu le toilettage comme un truc quand même un peu... vieillot, quoi, comme métier, comme activité. Ouais. Alors, pas dans le sens où ça ne sert à rien, probablement que c'est nécessaire pour plein de chiens, je l'entends complètement. Mais il y a un peu ce truc, tu vois, typiquement ce que tu disais, toi, avec Sachi, c'est-à-dire, j'ai un chien qui a des poils longs, qui demande de l'entretien, mais clairement, je ne le laisserai pas à n'importe qui, tu vois, pendant 1h30 dans un salon de toilettage et... advienne que pourra, et je le récupère ou pas. Enfin, non, je rigole quand je dis ou pas. Mais voilà. Un peu dramatique. C'est un peu dramatique. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que quand on fait attention quand on est vigilant au bien-être de son chien, à ses besoins, à ses émotions, etc., c'est déjà pas évident de trouver un pet-sitter de confiance à qui on va le laisser pour aller faire une balade. Donc, pour aller faire des soins, c'est un peu comme si on le laissait chez le véto sans être là, quoi. Sauf que ça va peut-être encore durer plus longtemps que chez le véto, qui va peut-être juste faire une piqûre ou le garder en observation, et où il y aura encore plus de manipulation. Donc c'est vrai que comme ça, de prime abord, ça met pas très en confiance, et on n'a pas spécialement envie d'aller chez le toiletteur, quoi. Donc voilà. Mais pour autant, j'imagine que c'est très important, et du coup c'est là-dessus que je voudrais t'amener, et c'est tout le pourquoi de cet épisode d'ailleurs aujourd'hui, de faire connaître le toilettage, clairement. Oui, c'est vrai que le toilettage, il a un petit peu mauvaise réputation. C'est vrai que
on entend énormément qu'il n'y en a pas trop besoin, que certains chiens n'en ont pas besoin du tout, etc. Mais le toilettage, en vrai, c'est primordial. Et il n'y a pas un chien qui n'a pas besoin de toilettage parce que déjà, tous les chiens ont des griffes à couper, tous les chiens ont des oreilles à nettoyer. Et en fait, le toilettage, c'est vraiment un service d'hygiène, de prévention, de santé. Tu vois, encore hier, j'ai remarqué sous les poils d'un chien qu'il y avait un petit trou. Tu vois, par exemple, ça, c'est des choses qu'on ne va pas toujours voir. C'est le fait que je vais être la première peut-être à avoir des parasites, avoir une rougeur ou une grosseur quelque part qui sort de l'ordinaire. Parce que des fois, quand on a son chien tout le temps avec nous, on ne remarque pas toujours. Tu vois, ça va vraiment être ça. Et puis, ça va être prendre soin de la peau et du poil, hein, parce qu'ils ne le font pas tout seuls. Hein. C'est pas de la magie. C'est pas auto-nettoyant, comme certains adorent dire pour le poil. Non. La saleté tombe, la peau est toujours sale. Voilà. Oui. Donc, non, c'est clair que c'est de la prévention, que ce soit pour les chiens, en effet, qui ont des poils longs, où là, il y a toute une question de nœuds, etc. Les chiens qui ont du sous-poil, où tu enlèves le sous-poil, en gros, qui est mort. Mais même le poil court, hein, parce que quand on voit le nombre de chiens à poil court qui ont des problèmes de peau, tous les chiens ont besoin de toilettage. Ok. Ce qui est super intéressant et ce que j'ai adoré dans ton approche quand je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était effectivement que tu disais que le toilettage, c'était avant tout une mesure d'hygiène plus que d'esthétique. Et effectivement, je pense qu'en fait, c'est un peu ça qu'on se raconte aussi, parce que c'est très pratique, étant donné qu'on n'a pas envie d'aller chez le toiletteur, de laisser notre chien chez le toiletteur. C'est assez facile de se dire, mon chien, on n'a pas besoin, c'est pour des raisons esthétiques, et moi j'ai pas spécialement besoin d'avoir un chien tout fluffy en permanence, etc. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté hygiénique en fait qui rentre complètement dans les besoins de notre chien, parce que je pense que chaque chien développe ses propres besoins en fonction de ses apparences physiques aussi, et donc de ses poils et de sa peau. Mais je sais pas si tu veux nous en parler un peu plus. Moi, je peux prendre l'exemple du mien, par exemple, parce que c'est un bon exemple, je le connais depuis longtemps. Je suis passée un peu par toutes les cases avec cette fille avant d'être moi-même toiletteuse. Hein. Au début, on m'avait dit, il ne faut pas trop les laver, surtout pas. Donc au début, il avait son bain annuel, tu vois. Et maintenant, il est lavé une fois par mois ou tous les 2 mois. Le bilan que je fais, c'est qu'il n'a jamais eu un si beau poil et qu'au-delà de l'aspect esthétique, c'est un poil qui sèche plus vite, où la saleté, elle tombe plus vite. Et c'est surtout 0 entretien entre les bains. Je ne le brosse même plus entre les bains. Je n'en ai plus besoin. Donc en fait, tu vois, c'est ce que j'essaye de dire à mes clients, c'est que c'est aussi un toilettage régulier, c'est un cercle vertueux, parce qu'en fait, sur tout l'entretien quotidien du chien, ça va se répercuter. Parce qu'il y a un poil qui est en bonne santé, c'est un poil qui fait bien son job, qui protège bien du froid, du chaud, des intempéries. C'est un poil qui se salit moins, qui sèche mieux, c'est du coup moins de problèmes de peau qui sont risqués. Et en fait, c'est hyper vertueux quand on y pense. Donc là, tu vois, cette fille, voilà, il a 1 heure top chrono de toilettage tous les 1 mois ou 2, et après, c'est la belle vie, quoi. Trop bien. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que typiquement, c'est important de rappeler que les poils ont une utilité, en fait. C'est pas juste, beau. Non, c'est ça. Donc effectivement, ça a une utilité, un vrai rôle de protéger, d'isoler le chien de plein de manières. Est-ce qu'il y a un mythe que tu voudrais déconstruire sur le toilettage ? Du coup, on a un peu dit juste avant, justement, déjà que le toilettage, c'était pas juste esthétique. Ça, déjà, je pense que c'est un gros... c'est déjà un gros point. C'est un gros point. Je pense que c'est un gros point. Je pense que c'est le premier. Et après, forcément, moi, celui que j'ai un peu plus envie de continuer à démonter dans ma pratique, c'est que voilà, si le chien il n'est pas à l'aise, s'il bouge, si machin, c'est pas qu'il veut nous embêter, c'est que c'est pas agréable pour lui. Ouais, complètement. Et ça, on avance doucement. Du coup, donc, tu nous as dit que toi, dans ton approche comportementale du toilettage, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu vas prendre le temps de faire toute la préparation qui est nécessaire à pouvoir toiletter le chien correctement, on va dire, par ailleurs. Du coup, j'imagine que ça peut s'apparenter d'une certaine manière un peu à du medical training ou à des soins coopératifs, peut-être, ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Peut-être que c'est pas du tout ça d'ailleurs, mais c'est un peu ça qui me vient en tête, dans l'aspect d'entraînement en tout cas. Alors, moi, au tout début, j'ai commencé justement en me basant un petit peu sur du medical training. Et du coup, je me suis spécialisée toiletteuse comportementale récemment, où en fait, j'ai passé la certification toiletteuse TCAP, ça s'appelle. Donc, c'est le toilettage comportemental par l'art au poil. Et donc
Donc l'Aropoil, ce sont des Canadiens qui ont monté cette méthode depuis 20 ans et qui la partagent à qui veut bien l'entendre. Et en fait, le TCAP, il y a du medical training, mais pas que. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une approche qu'ils ont montée. Donc c'est Yannick et Marie. Donc Yannick est éducateur et Marie qui était toiletteuse. Et en fait, ensemble, ils sont mis sur la question et ce sont des personnes absolument, absolument intéressantes qui ont travaillé avec toutes sortes d'animaux, de mammifères, qui ont travaillé avec toutes sortes de chercheurs et qui ont un savoir de dingue. Et en fait, ça va vraiment au-delà du medical training. C'est vrai que moi, au début, je me disais, parce que bossant déjà moi-même en coopératif avant sur du soin coop, etc., des fois, j'étais quand même un peu bloquée parce que je suis juste la toiletteuse qu'on voit de temps en temps. Donc, tu as toujours un truc où le chien a quand même peu d'intérêt. Et je trouve que justement, le TCAP, on va redonner de l'intérêt au chien, on transforme vraiment sa perception. Et enfin, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais en fait, on va vraiment aller sur un terrain où on va jouer avec ces mécanismes d'apprentissage pour lui créer une envie de participer. Et en fait, on va vraiment inverser la tendance, le stress, on l'oublie, et jouer sur la dopamine et l'endorphine pour créer ce truc de j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer. Et ça, c'est une méthodologie qui est beaucoup plus précise à mes yeux que ce que moi j'avais pu voir, en tout cas en soins coopératifs jusqu'à présent. Ok, super intéressant. Ouais. T'as des exemples concrets pour nous illustrer ça ? Je peux pas te donner tous mes secrets, mais par exemple, je sais que moi, j'ai travaillé avec mon chien en soins coopératifs. Sur de la désensibilisation, ça a fonctionné parce que c'est mon chien et que forcément avec mon chien j'ai une relation, tu vois ce que je veux dire. Moi en tant que toiletteuse, c'est comme ton vétérinaire, on se voit que pour faire des trucs désagréables, c'est hyper difficile en fait d'inverser cette tendance et de faire qu'on ait un lien de confiance. Donc déjà le TCAP va s'armer à ça, c'est que déjà la première étape ça va être de créer un lien de confiance entre le chien et le toiletteur, et une fois que ce lien de confiance est créé, avancer petit pas par étape, toujours sous forme de jeu où en fait on fait des courtes sessions, toujours on utilise des portes de sortie, on fait des pauses et on crée toujours l'intérêt du chien. On va essayer de travailler avec des outils qui le stimulent, donc ça peut être, je sais pas, des jouets par exemple pour les terriers ou les chasseurs, des jouets en peau de je sais pas quel animal, ça peut être des jouets de flair pour les chiens qui pistent plus. Et en fait on va vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui titille le chien, qu'est-ce qui vraiment lui fait plaisir, et pour se servir de ces choses qui lui font plaisir, pour faire nous des exercices en fait, si tu veux, où on va lui réapprendre en passant par du coup et de la désensibilisation et du contre-conditionnement. J'utilise les deux pour le coup, en fonction de à quel moment on est quoi. Okay. Donc c'est vrai qu'on a moins cette chose-là, je trouve, en soins coopératifs où c'est beaucoup plus plat. Tu vois ce que je veux dire ? Plus plat dans quel sens ? Plus plat dans le sens où je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de souvent beaucoup plus calme. Plus calme, ouais, ok, d'accord, je vois. Et en fait, où t'excites pas le chien, en fait. Le chien, il est en réflexion constante de est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il s'engage pas. C'est ça. Alors que là, en fait, tu veux le faire jouer, quoi. Tu veux qu'il soit dans une émotion hyper on veut qu'il soit dans une émotion positive, ouais. On veut créer une émotion vraiment positive, alors que sur le soin coop, on est plus, on joue plus sur du calme, et du coup, le chien a souvent bien plus envie de s'arrêter rapidement aussi, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, tu joues vraiment sur ça, sur cette envie de ah bah non, en fait, son jeu est super rigolo, j'y retourne. Et qui te donne, tu vois, la force d'avancer. Là où sur du soin coop, moi, je sais que j'ai des chiens qui m'ont dit là, mon consentement, tu ne l'auras pas. Au revoir. Reviens dans 3 mois. Ouais. Oui, carrément. C'est sûr que les soins coopératifs, c'est hyper long. Enfin, clairement, c'est très chouette. On crée un vrai truc avec son chien, mais c'est très long, quoi. Et surtout, je pense que quand c'est pas ton chien, ça peut être vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, je trouve, dans ce contexte-là. Quand c'est ton chien, je suis totalement d'accord de dire qu'à la relation, c'est toujours beaucoup mieux. Mais après, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de demander à mon vétérinaire de faire un vaccin à la relation, quoi. Sinon, il ne sera pas vacciné avant 10 ans, mon chien, quoi, je pense. Donc, c'est vrai, c'est se servir d'outils, en fait, tout simplement, pour... voilà. Ouais, ok, trop bien. Quelles compétences, toi, en comportement ou en éthologie, tu considères comme indispensables à ta pratique ? Alors, peut-être ce sur quoi peut-être tu as été formée, mais aussi que tu travailles au quotidien, que peut-être un toiletteur classique qui passe pas par cette démarche-là n'aurait peut-être pas.
même un toiletteur classique, je pense que le b.a.-ba, c'est connaître les signaux d'apaisement et quand même, voilà. Après, c'est sûr que des fois, il y en a qui sont plus subtils que d'autres. Donc, je pense que la lecture du langage canin, c'est quand même le truc le plus important. Et ça, en effet, c'est ce qu'on disait, ça s'aiguise au fur et à mesure, hein, que ce soit en professionnel ou en personnel. Ça ne finit pas de progresser. Ouais. Donc, il y a ça. Et après, les connaissances... là, après, je pense que ça va être tout ce qui va être sur le fonctionnement de l'apprentissage des chiens. Si on ne le comprend pas, c'est compliqué de voir l'intérêt de ces méthodes. Sinon, on se dit, elle fait que distribuer des friandises. Non, du coup. Pas vraiment. donc, ouais, savoir comment fonctionnent les mécanismes d'apprentissage. Là, en plus, dans le TCAP, du coup, on a vraiment une compréhension de ce qui se libère au niveau de... c'est ce que je te disais tout à l'heure, des neurotransmetteurs, etc. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que pour le coup, je ne connaissais pas du tout avant ma formation. Donc, c'était très, 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 très chouette. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, en fait, ça donne quand même des compétences en comportement, ou en tout cas en lecture de situation, qui sont quand même assez pointues, en tout cas en lecture de situation et en entraînement, du coup. Parce que tu as un peu ces deux volets-là constamment, comme l'aurait Dux, simplement, toi, c'est centré sur une pratique avec un objectif, c'est ça. Avec un objectif derrière d'arriver à faire telle et telle manipulation, tel et tel soin, quoi. Ouais. Okay. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Mais moi, enfin, je sais que je filme beaucoup mes séances aussi, pas forcément pour les poster, mais aussi beaucoup pour regarder, parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans le feu de l'action, ouais, bien sûr. On peut avoir une super lecture. C'est pas toujours facile d'avoir l'œil partout, quoi. Donc, non, c'est hyper intéressant de ce côté-là. Et du coup, comment tu adaptes tes séances? Alors, donc tu me disais, je ne sais plus si on l'a enregistré ou si tu me le disais en off, d'un chien, par exemple, que tu avais vu récemment, qui c'était la 3e séance, mais tu n'es pas encore en train de toiletter. Comment tu adaptes un peu ton protocole? Comment est-ce que ça se passe alors? Déjà, souvent quand j'arrive, parce qu'en plus c'est à domicile, donc c'est toujours un petit peu la surprise pour la première. Je ne sais jamais trop à qui. J'essaye de poser le plus de questions, mais c'est vrai qu'on a toujours la surprise en arrivant, quoi. Donc déjà, observer dès que j'arrive. Dès que j'arrive, j'ai un œil sur le chien, je vois est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il est parti à l'autre bout de la pièce avec la queue entre les jambes, est-ce que je vois qu'il arrive droit sur moi en bombant le torse. Enfin, il y a des petites clés, quoi, qui peuvent me donner des idées. Et déjà, forcément, dès l'arrivée, j'adapte. Du coup, je sais qu'en plus, moi, j'arrive avec beaucoup de bazar des fois. Donc, souvent, ça fait peur, mon arrivée. Donc, si je vois qu'une fois ça fait peur, ça peut m'arriver qu'au finalement, on pose tout et qu'on ressorte et qu'on re-rentre avec le chien. Ça peut arriver que je demande si on peut mettre le chien dans une autre pièce le temps que j'installe les affaires aussi. Parce que forcément, quand y a des chiens, ou même en toilettage classique, au final, je le fais parce que quand j'arrive avec la table, la mallette, le machin, le chien, il est à la porte, il se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» C'est le déménageur breton qui débarque, tu sais. Ah ouais, vraiment. Donc, c'est vrai que dès l'arrivée, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Forcément, après, ça va être adapté la façon... Souvent, je m'arrête, les gens sont en mode « Mais rentrez !» Je suis en mode « Bah non, je rentre pas, votre chien, il panique. » J'attends 2 secondes qu'ils prennent l'info, quoi. Donc, laisser au chien prendre les odeurs s'il a besoin, le laisser se pousser de mon chemin s'il a besoin parce qu'il se sent coincé. Ça va être vraiment plein de petites choses comme ça où déjà, ça fait déjà une différence. Et après... Après, c'est y aller tout doux. Je sais que, par exemple, j'ai un petit chien, oui, en ce moment, je te disais, qui est réactif humain. Et pour qui c'est pas facile, au début, on a travaillé tout doux. Par exemple, je travaillais avec un tapis. Au début, je travaillais sans tapis parce que les gestes brusques, c'était pas possible. On a travaillé une longe au sol pour sécuriser et moi et sa maman et voir. Et au final, ça s'est très bien passé. Mais tu vois, ça va être mettre aussi en place des petites choses, des petites portes de sortie de sécurité pour tout le monde et être très attentif à ce qui se passe, tu vois. Enfin, là, je sais que, par exemple, ce chien-là, sur la première session, c'est un chien qui peut déclencher et très vite, sans toujours qu'on voit pourquoi, mais en fait, au final, très vite, en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il allait déclencher, il figeait, le regard dans le vide, avec c'est des oreilles tombantes, mais les oreilles légèrement en arrière. Tu vois. Et ce qui est dur, c'est qu'en plus, moi, un des premiers trucs que je leur apprends en TCAP, c'est à me regarder. Et du coup, il a fallu très vite regarder la position des oreilles, tu vois, pour savoir. Et finalement, en fait, on a déconditionné hyper vite, dès la première séance, ce truc de fixer, parce qu'en fait, dès qu'il me fixait un peu mal, je le récompensais. Et tu vois, du coup, c'est des choses bêtes, mais ça a fait que c'est allé tout seul, finalement. Et donc, ça va être plein de choses comme ça, en fait, qui font qu'on peut changer, après, la perception du chien, quoi. Ok.
Donc, il y a des fois où, par exemple, tu vas chez tes clients et où tu vas pas spécialement... t'as pas forcément un résultat ou un look du chien ultra toiletté, mais en tout cas, tu as un chien qui a progressé et qui peut-être le mois prochain arrivera à l'étape d'après, qui est, je sais pas quelles sont les étapes d'après, mais, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, bah, en plus, là, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de chiens en take-up, donc c'est plutôt chouette. Mais en effet, ouais, sur du take-up, je peux pas dire, quand je dis ce chien-là, là, je peux pas le toiletter parce que c'est la panique. Je peux pas toujours garantir, mais je le toiletterai tel jour. Oui, bien sûr. C'est pas si on part dans cette démarche, mais après, je préviens toujours le client. Moi, je travaille comme ça. Là, aujourd'hui, ça m'est arrivé, comme à tout le monde, de toiletter des chiens hyper stressés. C'était pas agréable. Je sais pas, je pense à un chien que j'ai fait encore récemment. On m'avait dit tout va bien. Et j'ai dit ok, tout va bien, il est habitué. Le chien, il était tellement en impuissance à la prise, il s'endormait, il tombait limite de la table. C'était horrible. Et tu vois, c'est des choses où c'est vrai qu'aussi, on se rend pas compte. Parce que peut-être que les toiletteurs ne savaient pas. Pour eux, il n'y avait pas de problème. Les maîtres aussi, peut-être, restaient pas, se rendaient pas compte. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi à moi de dire, moi, je vois si ça. Ouais. Moi, dans ma pratique, ça ne sera pas possible de toiletter votre chien. En revanche, on peut partir sur... Et après, libre aux gens de choisir de le faire ou pas. Mais c'est vrai que comme ça reste encore une approche un petit peu nouvelle, bien sûr, il faut vraiment être très pédagogue et vraiment expliquer pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises sur le processus. Parce que c'est réapprendre le toilettage, c'est long, forcément. Ouais. Trop bien, c'est trop intéressant. J'aimerais trop voir ça. Ça a l'air vraiment très, très, très chouette. En tout cas, c'est hyper cool. Je trouve que, comme dans l'éducation positive, tu me diras, où c'est très antinomique avec les besoins du moment, où les gens ont besoin de concret, ont besoin que ça aille vite, ont besoin d'avoir une solution rapidement à leurs problèmes, etc. Et donc, j'imagine, faut vraiment tomber sur des clients pépites qui viennent te chercher pour ça. Et j'ai pas de doute sur le fait que tu vas rapidement trouver ta clientèle cible, tu vois, qui vient entraîner son chien et qui vient faire en sorte que tout se passe bien. Mais c'est vrai que ça doit être difficile pour toute une partie de la population de se dire, mais en fait, j'ai appelé la toiletteuse, mais la toiletteuse n'a pas toiletté, tu vois. Ouais, c'est pas du tout ancré. C'est vrai que dans le toilettage, on a une obligation de résultat assez pressante, tu vois. Et on évalue la qualité de ton travail à la qualité du rendu, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est très difficile et c'est pour ça que ça se développe petit à petit en France. Mais je pense que c'est dur parce que même, je vois, pour... mes collègues avec qui j'ai passé la formation, c'est pas facile quand on se retrouve face aux clients, d'affirmer, d'être sûr de soi. Mais comme c'était le cas de plein d'éducateurs il y a quelques années, et je pense que voilà, c'est un processus. Et je me dis que Yannick et Marie ont dû se recevoir plein de pierres quand il y a 20 ans, ils ont lancé cette méthode. Mais je pense que ça en vaut la peine et je pense que ça fait partie du travail pour que ça se démocratise, c'est d'ajuster son discours et de répandre la bonne parole. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, mais au moins, si on me dit... Moi, je pars du principe que je préviens au téléphone, j'explique, les gens sont libres ou pas. Moi, mon objectif, c'est de les convaincre, bien évidemment, c'est de planter plein de petites graines. Après, je veux pas me battre non plus, tu vois. Je suis dans le respect, chacun fait comme il veut. Je peux comprendre que pour certaines personnes, l'important, ce soit le résultat. Mais on a de la chance, c'est qu'il y a suffisamment de toiletteurs pour qu'ils puissent trouver leur bonheur ailleurs si ça leur convient pas. Et ça, c'est parfait. Oui, bien sûr. Et puis encore une fois, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait quantité de monde aussi qui cherche du coup quelqu'un comme toi, tu vois, qui a envie de bien faire avec son chien et qui a envie de prendre ce besoin de toilettage au sérieux, tout en faisant bien les choses en fait. Donc ça se développe bien et ça c'est chouette. Vous êtes nombreux à faire ça? Nombreuses peut-être? Je sais pas exactement. Alors, je t'avoue que j'ai tanné Marie pour qu'elle mette à jour la liste de pros take-up sur le site pour quand le podcast va sortir. Donc, trop bien. Normalement, quand il sera dans les oreilles des gens, ils pourront voir sur le site de l'Aropoil, justement. Trop bien. Ok. Bon, on mettra la carte. On mettra la carte en description du podcast alors. Trop bien. Mais il y en a un peu. Il y en a. Vous n'êtes pas une petite poignée quoi. Vous commencez à être quelques-uns. Normalement, il y en a pas mal, ouais.
Mais je t'avoue que je peux pas te répondre avec certitude. Ok. J'ai pas les chiffres. T'as pas les chiffres et tu les as pas vus de tes propres yeux. Non. Ok, ça marche. Mais trop bien. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode aussi donnera peut-être envie, d'évocation. Ouais, ça serait chouette. Parce que moi, honnêtement, avant de croiser ton compte Instagram, je n'avais jamais entendu parler de tes caps et dingue. Je trouve ça dingue. Donc c'est cool, hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Trop bien. Est-ce qu'il y a des choses à entraîner au préalable avant de te faire appel ou avant de commencer une démarche de faire toiletter son chien plus assidûment que juste nous les 3 douches qui prennent par an? Non, j'exagère un peu, mais voilà. Est-ce qu'il y a des 3 choses 12 par an, c'est bien. Hein, Je pense que pour certains, c'est déjà très très bien. C'est déjà bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à entraîner au préalable ou pas forcément? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça dépend. C'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que ça dépend quel âge a le chien. Est-ce que c'est la première fois qu'il va avoir ces stimuli? Est-ce qu'il les a déjà vus? Est-ce qu'il y a déjà eu des bonnes, des mauvaises expériences? C'est un petit peu difficile. Ce qu'on peut surentraîner, c'est les manipulations douces. Donc ça va être toucher les pattes, les oreilles, le museau. Ça, c'est le b.a.-ba et ça sert dans tout. Donc je pense que ça, c'est le petit truc qui fait jamais de mal. Ouais. Après, tout est apprenable sur le tas. Après, c'est sûr qu'on voit qu'il y a des chiens qui savent ou qui aiment travailler. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Qui vont bien sûr se mettre au travail beaucoup plus facilement que d'autres. Après, il y a aussi beaucoup d'apprentissages qui se font aussi dans la vie de tous les jours. Je sais que le toilettage aussi, c'est beaucoup apprendre le calme. Parce qu'on cherche, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on cherche de l'excitation positive pour le TCAP, mais en même temps, c'est beaucoup de calme. Parce qu'on leur demande d'être immobile à plein de moments, en fait, et d'attendre longtemps. Donc, ça, c'est un petit peu la contradiction rigolote, je trouve. Mais... Donc, le calme, ça s'apprend tout au long de la vie, en fait. Enfin, je pense, moi, je vois des chiots que j'ai vus la première fois, c'était « wouhou !» Puis maintenant, ça va. Ils sont en mode « ok, c'est bon, je connais le job. » Mais ça peut aussi se faire au fur et à mesure. Donc, pas forcément. Après, si le chien est cool et puis qu'on lui a déjà donné un bain et puis qu'on a déjà s'échouillé un peu, c'est chouette. Mais des fois, c'est vrai qu'on peut aussi faire un petit peu plus de mal en pensant qu'on fait bien. Donc, ça dépend. Je pense que le mieux, c'est d'en parler si on a un éducateur avec son éducateur, avoir son avis, voir s'il y a une toiletteuse en qui on a confiance près de chez soi. Et voilà, se faire conseiller dans le doute, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est des sujets, comme je disais, enfin moi sur lesquels je suis pas du tout à jour, j'avoue, sur le toilettage, c'est pas du tout un sujet dont j'ai croisé la route. Mais par contre, c'est vrai que sur l'entraînement aux soins, bon, je suis un peu à bonne école, j'ai un phobique des soins, mais du coup, j'ai une attention toute particulière dans mes programmes chiots à aider les chiots à déjà s'entraîner à faire des trucs tout simple, mais voilà, apprendre à être porté, apprendre à être touché à différents endroits, etc. C'est vraiment des choses qu'on travaille beaucoup parce que c'est important en fait et que généralement, à force de mauvaises expériences, en plus, plus on va avancer, plus parce qu'il y a de la douleur, parce que quand on va chez le véto, parce que ce genre de choses, le fait d'être manipulé par d'autres personnes, c'est un truc qui a plutôt tendance à se dégrader qu'à s'améliorer avec le temps. Donc c'est vrai que si on peut mettre le paquet petit, c'est bien, je pense. Ouais, grave, ça c'est clair. Ok, donc pas forcément de trucs de position, de comportement, d'objets particulièrement à intégrer, mais plutôt par contre du calme, du toucher, le fait d'avoir confiance en l'humain, quoi. Oui, après on peut commencer forcément aussi par la brosse, un petit b.a.-ba. Ça, c'est toujours gentil. Ça coûte rien. Mais y aller tranquille, y aller progressivement. Je sais que je dis souvent à mes clients que vous n'avez pas besoin de brosser le chien en entier sur le moment. Je sais pas, vous faites une patte un jour, une patte le lendemain aussi, ça peut être ça. Ça peut être des petites choses où y aller progressivement, en fait. Sans forcer, y aller tranquille, que ça reste un moment de plaisir. C'est, je pense, le plus important quand on apprend les soins à un chiot. Ouais. Du coup, je pense que tu as déjà répondu à la question de comment tu gères un chiot qui a qui a déjà vécu des mauvaises expériences de toilettage. Est-ce que tu veux qu'on y revienne? En gros, ça va être créer un lien de confiance. C'est la première étape parce que sinon, on peut pas arriver en mode « Tiens, je déteste la tondeuse, regarde ce que j'ai là !» Ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout. Ouais. Donc, créer un lien de confiance. Et puis après, moi, je pense que y aller vraiment sur des séances courtes et
et décomposer au maximum pour justement recréer petit à petit un intérêt. Oui. Voilà. J'imagine qu'il y a aussi toute une phase d'identifier aussi les choses qui sont difficiles pour les chiens, enfin tel objet ou telle manipulation, etc. Parce que typiquement, dans le fait d'aller au toilettage de manière classique, on n'est généralement pas là en tant qu'humain pendant la séance. Donc c'est vrai que moi je sais que j'ai eu plein de retours de clients où ils savaient pas trop me dire en fait comment ça s'était passé. Généralement si le chien a fini par mordre, ça se sait, ou si vraiment il était ultra stressé et qu'on l'a appelé au bout de 10 minutes pour venir le chercher, ça se sait. Mais des fois, c'est vrai que j'ai tout un tas de clients qui me disent oui, il va au toilettage. Ouais. Mais après, comment, qui, quoi, quand. C'est ça, oui. Du coup, j'imagine que toi, quand tu embrayes dessus, tu vois, tu dois, j'imagine, voir que ça, c'est pas si OK que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai la chance, entre guillemets, c'est que j'ai les gens avec moi. Donc, tout ce que je vois et je leur montre. Du coup, déjà, ça m'aide énormément. Parce que pour plein de gens aussi... Puis, il y a des gens qui s'en soucient, mais il y a des gens, c'est ce que je te disais, qui sont en mode, je laisse mon chien chez le toilettage, je le récupère, et c'est OK, quoi. Ouais. Mais quand ils ont devant les yeux, en effet, oui, mais ça va pas du tout, là. Donc, tu vois, c'est aussi prendre conscience et puis montrer avec bienveillance aussi, parce que les gens se rendent pas compte, mais dire, vous voyez, là, il allait comme ci, comme ça, là, il retire la patte comme ci, comme ça, là, il fait ci, ça, ça. En fait, c'est aussi montrer. Regardez, je vois ça. Vous le voyez aussi, ça témoigne que ça... Tu vois, faut aussi aller en douceur, parce que c'est hyper... des fois, ça peut être un peu violent de dire votre chien ne supporte pas du tout le toilette. Pas du tout. C'est pas mon but non plus. Hein. Mais du coup, c'est vrai que d'avoir les gens avec moi qui voient, ça aide. Après, il y a plein de toiletteuses qui acceptent que les gens restent, ou sinon... qui acceptent d'envoyer des petites vidéos. Donc, ça peut valoir le coup aussi, des fois, juste de demander à sa toiletteuse est-ce qu'il y a une sensibilité sur... Mais c'est sûr que ça demande des questions plus pointues parce que, en général, souvent, on me dit oui, tout s'est bien passé. Voilà, j'entends. Mais il ne faut pas hésiter, je pense, à poser des questions, voir si le toiletteur est ouvert à répondre. En général, ils le sont. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des chiens qui kiffent ça ? Et c'est possible, oui. Pourtant, même moi, j'ai douté longtemps. Je me suis dit... En fait, il y aura toujours des chiens qui vont subir. Mais non, vraiment, il y a des chiens. J'ai vu des choses. J'ai vu un chien pleurer devant la salle de bain. C'est ça, je me suis dit, oh waouh. À la formation de TCAF, c'était un chiot, en plus, il y avait 8 mois, qui supportait pas, a priori, le bain, et surtout sur la tête. Il a fait une séance avec Marie, et 1 heure plus tard, on l'entendait pleurer devant la salle des baignoires, quoi. On s'est regardés tous en mode, c'est fou, quoi. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Donc c'est possible. Moi j'ai d'ailleurs aussi une de mes petites clientes qui me fait ça, c'est rigolo, qui voulait plus mettre un pied dans la salle de bain, qui s'était fait une grosse frayeur lors du bain qu'on avait fait, elle n'avait pas du tout aimé. Et là on a repris le chemin un peu doucement de la salle de bain, et depuis elle dort tout le temps dedans. Ses maîtres m'envoient tout le temps des vidéos, c'est hyper drôle. Incroyable. Elle est tout le temps dans la salle de bain, c'est super marrant. Donc c'est possible. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas tous la même sensibilité. Donc en fait, il y en a qui vont quand même plus tolérer avec un penchant positif parce qu'il y a quand même de la bouffe et c'est quand même un peu rigolo. Mais tu vois qu'il y a des chiens à qui ça coûte quand même un peu, même si le jeu est drôle. Tu vois, en fait, le T4, c'est le jeu. Et le jeu est drôle, même si des fois, on n'a pas envie. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Tu joues un peu sur ça. Mais il y a des chiens qui adorent. Et en fait, du moment que le jeu est drôle, c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, franchement, j'y croyais pas, mais j'ai vu des chiens kiffer vraiment le toilettage. Trop bien. Du coup, peut-être pour creuser un peu plus sur les besoins de toilettage, parce que je trouve que c'est quand même important de pouvoir transmettre ça aussi à travers cet épisode. C'est quoi tes recommandations un peu dans quelle fréquence il faudrait toiletter son chien, quelle action de toilettage un chien a besoin, tu vois? Est-ce que c'est juste le bain? Est-ce que c'est le brossage? Est-ce que c'est le séchage? Est-ce que le séchage est obligatoire, par exemple? Tu vois, j'ai plein de questions comme ça qui me viennent, mais est-ce que tu as des trucs un peu, des conseils un peu pratico-pratiques, tu vois, de comment est-ce qu'on entretient le poil de son chien ou autre que le poil d'ailleurs, le corps de son chien? Alors, vous êtes prêts pour une demi-heure en plus de podcast? Pardon, je t'ai posé trop de questions. Non, en vrai, c'est hyper intéressant. C'est que j'ai plein d'idées pour te répondre. Déjà, il y a la texture du poil qui joue. On est d'accord. Un poil court n'aura pas les mêmes besoins qu'un poil double, un poil long, etc. Soit. Sachant que le poil court a un cycle de pousse plus court que les autres poils. Donc, au final, c'est pour ça qu'ils les en parlent tout le temps. Donc, tu vois, tu vas aussi jouer sur
sur la pousse, je me perds. Il y a tellement de choses. En fait, ça dépend du type de poil, mais ça dépend aussi de l'âge du chien, ça dépend de son mode de vie. Est-ce qu'il vit en intérieur, est-ce qu'il vit en extérieur, est-ce qu'il se salit, est-ce qu'il se salit pas, est-ce qu'il est stérilisé ou pas. La stérilisation, énorme impact sur la qualité du poil pour plein de races. Et en vrai, ça, c'est assez fou. Je me rendais pas compte avant d'être toiletteuse, mais maintenant, je vois que ça. Je suis capable de reconnaître un cocker castré ou pas à l'œil, sans avoir mis les mains. Donc, j'adore. Et ça marche, ça change vraiment la texture du poil, que ce soit même sur les poils qui s'épilent, donc que ce soit des spaniels, donc cocker et compagnie, ou même les poils durs. Et après, tous les chiens ont besoin de toilettage, mais en fait, la fréquence, elle est adaptée. T'as des chiens qui auront besoin beaucoup plus que d'autres, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que les chiens qui ont moins besoin, ils n'ont jamais besoin non plus, tu vois. En soi, aujourd'hui, les études, elles tendent à dire qu'on peut laver son chien jusqu'à tous les mois, en fait. Okay. On pourrait même laver un peu moins que tous les mois, ce serait OK. Mais c'est vrai que souvent, quand on entend, c'est il ne faut pas trop laver son chien. Mais en fait, personne ne sait ce que ça veut dire trop. Ouais. C'est ça le problème. Trop, c'est pas plus de 2 fois par an. Trop, c'est tous les jours, en fait. Et du coup, c'est ça qui est dur à déconstruire, parce que pour les gens, trop, c'est plus de 2 bains par an. Mais non, pas du tout. 2 bains par an, c'est un peu dégueu. Voilà. Ok. Non, donc mais toi, tu après, dirais quoi, en moyenne basse, tu dirais quoi, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, un truc comme ça, ce serait déjà bien? Non, une fois par mois, c'est faire du zèle. On peut faire moins, ça dépend. Par exemple, les textures à sous-poil, 3-4 mois, c'est bien. Les chiens poil court. Après, souvent, tu peux te dire à chaque changement de saison. Au minimum, à chaque changement de saison, c'est bien. Parce que c'est là où le poil va vachement se renouveler. Après, en effet, tu auras des chiens qui ont quand même besoin de moins que ça, parce que ça pousse en continu, parce qu'ils ont énormément de poils à gérer. Mais déjà, au minimum, tous les changements de saison, c'est une bonne moyenne. Ouais. Ok, trop bien. Déjà, je pense que ça est déjà un bon indicateur, tu vois. C'est déjà très cool. Au-delà du bain, est-ce qu'il y a d'autres actions de toilettage comme ça, tu vois, dont les chiens ont besoin et dont on ne parle pas beaucoup? Il y en a un notamment où je t'attends sur la question et tu vas me donner une pleine recommandation parce que c'est un sujet important qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast. Mais est-ce que tu penses à d'autres types de soins comme ça qui sont un peu sous-estimés et qu'il faudrait un peu plus aller regarder de temps en temps quand même? Déjà, moi, je pense un truc que tu as abordé juste avant, auquel je n'avais pas répondu, c'est le séchage, justement. Hyper important, le séchage. Techniquement, on n'est pas censé skipper le séchage, et je ne parle pas du séchage à la serviette, parce que ce n'est pas du tout bon de garder de l'humidité. Donc, si le chien il est un petit peu mouillé par-ci par-là, une fois de temps en temps, OK. Mais des chiens qui sont humides tout le temps, on voit les golden, ils font des hotspots tout le temps. Tout le temps. C'est des races qui sont toujours humides, qui font des problèmes de peau. Et du coup, c'est vrai que ça nous montre bien que c'est hyper important d'avoir un séchage, surtout sur des peaux sensibles. On a de plus en plus de chiens qui ont des peaux hyper sensibles. Les chiens poils courts, même, je sais pas, je pense, là, j'ai le bouvier bernois qui me vient, le staffy. Il y a plein de races, en fait, qui ont vraiment... Et déjà que l'action du bain va pouvoir aider la peau à aller mieux. Et en plus, le séchage, il est primordial quand c'est comme ça, parce que garder de l'humidité sur des peaux sensibles, c'est pas possible. Donc c'est vrai que ça, c'est... Souvent, on donne le bain au chien, et puis advienne que pourra, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on prenne plus de temps de désensibiliser nos chiens au séchage, parce que c'est en plus la partie la pire, souvent. C'est ce qu'ils détestent le plus. Ouais. Donc le séchage, et après, quoi de plus? Ça dépend. Moi, je pense que pour tout ce qui va être cocker, ça va être la tondeuse, c'est l'outil, par exemple, tu vois, à leur montrer, parce que quand on est un cocker, on a des nœuds partout. On en a des nœuds dans les oreilles, dans les aisselles, dans les doigts. Donc ouais, le séchage, la tondeuse. En fait, la tondeuse, c'est toujours... Après, ça peut fonctionner pour tout le monde, tu vois. Demain, t'as ton chien qui est malade, qui a besoin d'un cathéter... il sera content d'avoir déjà vu la tondeuse. Tu vois, tout se recoupe après. Hein, donc, je pense que tout est intéressant. Je pense que c'est bien. Les griffes? Oui, les griffes. Les griffes, c'est un gros sujet. Et, c'est vrai qu'on pense encore beaucoup dans l'imaginaire commun que il sort beaucoup, il n'a pas besoin, mais c'est pas le cas. Tous les chiens sont pas du tout égaux face aux griffes. Il y a des chiens qui vont se faire couper les griffes 1 fois par an et ça va. Ils vont avoir des griffes d'une longueur top. Puis il y a des chiens qui doivent absolument se faire couper les griffes tous les mois, sinon c'est une catastrophe. Donc c'est pas qu'une question de sol.
Sinon, ce serait trop beau, finalement. Enfin, non, mais c'est vrai. On ferait tous un petit running sur la route et puis on n'en parlerait plus, quoi. Plus besoin d'aller chez le toiletteur. mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des gens qui sont bénis par une super génétique de griffes et qui n'ont pas besoin. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chiens qui ont besoin d'un entretien de griffes régulier. Et les griffes, c'est hyper important. Ça, surtout sur des chiens qui peuvent avoir des douleurs, sur des chiens vieillissants. En fait, on ne se rend pas compte, mais il y a forcément un moment où les griffes elles vont poser problème si on ne les a pas entraînées. Moi, je sais que Sachi, la première fois que je lui ai coupé les griffes, il avait 1 an et demi. On n'a pas passé un bon moment, je vous le dis. Ça va mieux depuis, mais... Donc, c'est vrai que je le dis aussi parce que j'y suis passée aussi. J'ai été sensibilisée aux griffes tard, mais au moins sensibilisée. Et c'est vrai que quand je me suis dit, oh waouh, ça va être chaud, là. Trop bien, trop intéressant. Il y a d'autres choses comme ça qui te viennent, je sais pas... Je pense des oreilles, des yeux. Là, je sais pas. Par exemple, je pense les chiens qui ont du sous-poil. Si un truc bête, mais un truc. Si quand on écarte le poil et on voit jamais la peau, c'est qu'il y a un problème. Ok. Ça peut être des choses où c'est vrai que les gens se rendent pas toujours compte qu'il y a un excès de sous-poil, tu vois, qui va rester. Et si on voit pas la peau elle étouffe. Et en fait, c'est pareil, tu vois, ce sous-poil, il fait son. En fait, t'as le poil premier, donc qui est le long poil. Et puis, tu as le petit poil, donc en dessous, le long poil, c'est les murs de la maison. Et puis, le sous-poil, c'est la laine de verre, en fait, c'est l'isolation. Sauf que si c'est tout bouché de laine de verre, il ne se passe rien, ça sert à rien, ça fait mal son travail. Et du coup, on a des chiens qui meurent de chaud ou qui meurent de froid parce que la thermorégulation ne se fait pas. Et du coup, c'est pas bon. Donc, c'est vrai que ça va être, suivant les races, plein de petites choses comme ça. Les chiens à poil court, les laver régulièrement, ça aide aussi le poil noir à tomber, parce que des fois, c'est tellement plaqué que voilà. En fait, tous les chiens vont avoir du bénéfice à se faire laver. Et voilà. Tu pourrais me dire une race, qu'est-ce qu'on fait attention ? On pourrait faire un blind test. Ouais. C'est parti. C'est hyper intéressant. Ouais. Ok, trop bien. Bon, merci beaucoup. En tout cas, ça donne quand même pas mal d'indications. Et peut-être le brossage, je sais qu'il y a... pareil, c'est un truc... les poils courts, on n'a pas forcément tendance à beaucoup les brosser, etc. Et j'imagine, encore une fois, qu'ils en ont besoin. Est-ce que le brossage, ça aide pour le sous-poil, typiquement ? Ouais, le brossage, ça fait toujours du bien. Déjà, même sur les poils courts, même s'il n'y a pas de sous-poil, sous le poil court, ça aide quand même à éliminer le poil mort. Parce que dans tous les cas, il y en a, même s'il n'y a pas de sous-poil. Et en plus, ça active la circulation sanguine, donc c'est super bien. Après, c'est sûr, on n'y va pas avec une carde comme on irait sur un autre chien. On va prendre une petite brosse en caoutchouc à picot, par exemple. Tu vois. Mais si, le brossage est super, super important pour tout type de poils, même les poils courts. Ouais, et c'est impressionnant ce qu'on enlève. Ah oui, mais moi, je ne sais pas comment vous faites. C'est les pires. C'est ceux qui perdent le plus leur poil. C'est une catastrophe. Et puis, ça se plante en plus. Ça fait mal. C'est clair. Moi, Charlie, tu sais, c'est marrant parce qu'on ne soupçonne pas vraiment ça, mais en fait, il a du duvet un peu quand t'enlèves. Et du coup, quand je le brosse, mais vraiment, j'enlève des touffes énormes. Je dis, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de ça, là, qui sortent de ce chien-là. Mais je me suis mis tard aussi, mais je vois bien et puis il aime bien ça, donc ça, c'est cool. Ouais. Mais ça les masse quand même souvent un petit peu. Ils aiment bien les chiens à poil court quand on leur passe la brosse en caoutchouc. Ouais. Bon, trop bien. Ça, en tout cas, ça nous donne pas mal d'éclairage. Ça donne envie de faire mieux, en tout cas, pour ma part. Donc, très bien. Comment est-ce qu'on trouve des pros formés comme toi, près de chez nous ? Donc, du coup, tu nous as parlé de cette carte, c'est ça ? Est-ce que l'art du poil, c'est... L'art au poil, c'est la seule formation qui existe en TCAP ou il y en a d'autres ? Alors, le TCAP, c'est eux qui ont monté cette méthode-là exactement. Donc, ça, c'est que l'art au poil. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des toiletteurs qui exercent de façon bienveillante, respectueuse du chien, etc. Donc, ça, après, c'est voir, regarder, se renseigner, regarder sur les réseaux sociaux, échanger, demander si on peut rester. Enfin, après, c'est comme quand on part à la quête du vétérinaire qui nous convient. Je sais, c'est pas facile toujours de trouver le pro qu'on veut, mais il en existe dans la nature. Donc, il y a le TCAP. Et après, il y a quand même d'autres chouettes professionnels. Il ne faut pas hésiter à se renseigner, à regarder ce qu'ils font pour voir ce qui nous va. Ok. Mais c'est vrai que le TCAP, c'est quand même une certification qui peut
En tout cas, sans forcément assurer, mais en tout cas, on peut se dire, ok, c'est cool. Pour le coup, en TCAP, on est sûr qu'on va travailler sur de la désensibilisation, sur là, oui, en effet, c'est une méthode avec des résultats prouvés sur le long terme. Ça fait 20 ans qu'en effet, il l'utilise. Donc, c'est vrai que c'est une méthodologie spécifique qui fait ses preuves. Donc, c'est vrai que c'est gage de qualité et de confiance. Ouais. Trop bien, trop bien. Du coup, pour passer à la conclusion déjà de cet épisode, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, de vivre avec un chien ? Alors, moi, ça m'a appris... ça m'a appris, et ça continue de m'apprendre trois grandes choses, je pense. C'est l'écoute, la patience et l'humilité. Mais ça, je pense que c'est des compétences qu'on développe tout au long de sa vie. C'est jamais fini. Et aussi beaucoup d'accepter de ralentir. Ouais. Et ça, c'est pas toujours facile. En plus, dans un monde où on nous dit « Faites le résultat !» C'est vrai que ça, pour le coup, je suis très reconnaissante envers nos petits chiens de nous apprendre ça. À observer plutôt qu'à contrôler. Et puis surtout, savoir se remettre en question. Beaucoup. Souvent. Oh oui. Trop bien. Qui sont quand même des compétences, des apprentissages chouettes. Enfin, franchement... C'est clair. Ouais, c'est des très bons profs. On fait comme si c'était nous qui leur apprenions tout, mais je pense que... Ouais, ils nous apprennent autant, je pense. Trop bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs ? Des ressources ou des personnes ? Eh bien, là, j'ai 2 choses qui me viennent en tête. Ça va être déjà le compte de l'art au poil. Vous allez pouvoir voir plein de choses, justement. Tout à l'heure, on parlait de comment trouver des pros, mais en plus, souvent, ils mettent à l'honneur leurs certifiés, donc c'est toujours cool. Et puis d'ailleurs, vous pouvez leur demander aussi, même si vous ne trouvez pas, où trouver un toiletteur TCAP près de chez vous. Donc, l'art au poil, voilà, déjà. Et aussi, sur notre sujet favori, les griffes, vous n'avez pas de parfaite. Avec Valentine, qui partage du super contenu. Je recommande toujours à mes clients de la suivre. Elle partage plein de contenu autour des griffes, et que ce soit à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut faire, quels sont les dangers, et puis comment les couper aussi, parce qu'elle a vraiment plein de ressources. C'est vraiment... Moi, c'est elle qui m'a appris à couper les griffes. Je le dis à tout le monde. Je n'ai pas appris à l'école. C'est Valentine qui m'a tout appris. Donc, un super compte. Et du coup, je lui passe le micro avec plaisir. Trop bien. Comme je disais en off, elle ne voulait pas venir, mais du coup, c'est cool. Allez, Valentine, viens. Quand tu écouteras cet épisode, on t'attend. Trop bien, trop bien. Trop cool. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éclairages, pour toutes ces ressources aussi. Franchement, ça donne vraiment envie de creuser encore plus la question. Donc, j'espère que cet épisode plaira et parlera à nos auditeurs. Mais en tout cas, je suis très contente. Où est-ce qu'on peut rediriger du coup nos chers auditeurs qui voudraient suivre ton travail, te découvrir un peu plus, voir à quoi ça ressemble, ce que tu fais, etc. Moi, là où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Du coup, sur Instagram, c'est sofluff.toilettage, donc SOFLU2F.toilettage. J'ai aussi un site internet, mais bon, je pense que vous trouverez plus de choses sur Instagram. Sur mon travail. Ok, trop bien. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Sonia. C'était super riche. J'ai encore plein de questions à te poser, mais j'aurai peut-être d'autres occasions. Et trop bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. C'était super chouette de parler de tout ça avec toi. J'ai adoré et j'espère que ça plaira aux auditeurs. Trop cool. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Sonia et moi. J'espère que cet épisode vous a plu, vous aura fait réfléchir et vous aura envie de partager un beau moment avec votre chien. Si c'est le cas, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @sofluff.toilettage et @lanicheaventure. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire découvrir à d'autres dog parents. Et si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser avec lui dans votre relation, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leur chien. Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et 2 coachings collectifs par mois pour répondre à vos questions, vous inspirer, vous entraîner et échanger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.